revoici pour un nouvel atelier, donc 15h à 15h50. Et cette fois, en fait, j'ai le plaisir de recevoir donc une invitée un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de Clémence de la CNIL, qui vient nous parler de RGPD, de relations clients. Donc c'est un sujet un petit peu brûlant, on en discutait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de créativité de la part des employeurs. Et donc là, on va essayer de voir en ces 50 minutes pour vérifier qu'on est bien en conformité avec les dernières réglementations légales. Alors tout d'abord, je vous laisse vous présenter, et pour ceux qui ne connaissent pas la CNIL encore, peut-être quelques mots rapides. Alors, quelques mots de rapide peut-être pour présenter la CNIL avant de me présenter. Donc, la CNIL est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 78, donc elle a déjà plus de 40 ans, et qui est dédiée justement à au contrôle de ce qui est fait par les sociétés, l'État, les organismes publics en matière de données personnelles, de traitement de données personnelles plus exactement. Donc ça couvre des activités très variées, mais finalement, ce qui impacte le plus les personnes au quotidien, c'est l'usage de vos données par des commerçants, par des entreprises de transport, par votre employeur. Et donc la CNIL agit sur deux volets par rapport à ça. D'abord, elle accompagne les sociétés pour qu'elles soient en conformité avec la réglementation applicable. Et ensuite, elle a un pouvoir de sanction et de contrôle pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Alors, pour me présenter, moi je suis du côté de l'accompagnement, non pas du côté des plaintes, contrôle, sanctions. Voilà. Donc l'accompagnement, c'est dans la direction de la conformité, plus précisément le service dont j'ai la charge traite des sujets en lien avec le secteur privé. Plus exactement, on va soutenir et aider les responsables de traitement qui souhaitent lancer des traitements, qui soutiennent une activité économique dans des secteurs aussi variés que le commerce, le marketing, le transport, l'énergie, l'immobilier, voilà, le secteur privé dans son ensemble, et notamment quand ces sujets ont un fort impact technologique ou un fort impact sociétal et posent des questions sensibles au niveau du RGPD. Et dans ce cadre-là, on émet aussi des recommandations et des lignes directrices dont je parlerai certainement lors de cette intervention. D'accord. Alors, en petite introduction, je dirais juste que voilà, dans le contexte actuel, on sait très bien que plus que jamais, la protection des données est vraiment essentielle. On l'a vu ensemble, le RGPD, ça fait 2 ans, mai 2018, la mise en place. Il y a déjà un certain recul et on verra juste après quelles sanctions ont été mises en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Le Covid a forcément un impact sur à la fois le télétravail, les gens qui sont à distance et qui ont des données de l'entreprise. Il y a l'aspect aussi de l'absence parfois de décideurs, de collaborateurs, où on peut avoir des soucis. L'augmentation de tout ce qui est action de phishing, intrusion, rançonnage, puisque on l'a vu, les réunions Zoom où les gens pouvaient y accéder, ou même Zoom en lui-même qui a été remis en cause par certaines entreprises qui ne souhaitaient pas l'utiliser, donc la protection des données. Donc là, on voit que c'est important de protéger ces données et ça devient encore plus crucial lorsqu'on est à distance et avec la digitalisation des échanges. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose en introduction, c'est que voilà, je pense que c'est important que les éditeurs de logiciels prennent cette chose en compte. Et c'est vrai que nous, chez Eloquent, on a essayé de le prendre en compte depuis déjà 2015, puisqu'en fait, on est certifié ISO 27001. Donc, on essaye de faire en sorte que les données de nos clients, ce qu'il y a de plus précieux, soient vraiment protégées du mieux que l'on peut. C'est vrai qu'on a des audits réguliers et ça, c'est quelque chose qu'on met en place justement pour avoir cette conformité. On verra aussi à la fin de votre intervention sur l'hébergement des données. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Nous, chez Eloquent, on a fait le choix depuis déjà des années d'avoir nos propres serveurs hébergés en France. Et avec la remise en cause du Privacy Shield, là, je pense que vous en direz quelques mots, ça met aussi certaines entreprises qui ont fait le choix de mettre leurs données à l'étranger. Ça pose quelques petits soucis. Le troisième point, c'est avec nous, chez Eloquent aussi, on a suivi les préconisations de la CNIL avec des interlocuteurs dédiés, donc le fameux DPO, dans l'entreprise. Alors, je pense que la plupart des grandes entreprises ont déjà mis en place une personne dédiée là-dessus. Dans les PME, c'est un peu moins fort, je pense. Mais en tout cas, le DPO est essentiel, même pour nous, une entreprise qui fait 100 personnes. On a aussi également une juriste qui est là pour s'assurer de la conformité, le traitement des données. Par exemple, ici, ce fameux webinar qu'on a aujourd'hui, en fait, on a tout un système de transfert des données, de destruction des données, ça c'est important. Et bien sûr, notre RSSI qui est là aussi pour assurer la sécurité des données. Et je pense que ça, c'est plutôt au niveau business et ça concerne moins la CNIL, mais c'est vrai que nous aussi, on a le plan de continuité des affaires pour assurer à nos clients qu'en cas de souci, il y a toujours un plan de continuité. Ça, c'est vraiment nos engagements à nous, mais
vous, qu'est-ce que vous avez vu en fait comme évolution? Quel est votre bilan un petit peu 2 ans plus tard sur le RGPD? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Quels exemples de sanctions, en particulier dans la relation client? Dites-nous un petit peu le recul 2 ans plus tard. Alors, 2 ans plus tard, finalement, ce qui est assez marquant passe par certains chiffres que j'aimerais bien vous restituer parce qu'ils sont vraiment assez impressionnants. On savait déjà en 2018 que 66% des Français étaient particulièrement sensibles à la question de la protection des données et que l'une des origines de ces préoccupations était souvent la publicité particulièrement intrusive dont ils pouvaient faire l'objet, que ce soit par Internet, par voie postale, par courrier ou par courrier électronique ou par téléphone. Donc 66% de ces personnes, ça a amené forcément une hausse des plaintes assez conséquente car sur la CNIL. On est quand même passé à 14 000 plaintes par an, ce qui n'est pas très parlant. Par contre, le chiffre de plus 79% de plaintes en 5 ans, lui, est parlant. Ouais. Donc on a passé un échelon important en termes de connaissance du RGPD et finalement, on a emporté la conviction de l'opinion publique, ce qui est le plus important quand on parle de données personnelles. Donc les gens n'hésitent plus à faire appel à la CNIL quand ils ont un doute. Si on leur envoie des emails, ils n'arrivent pas à se désinscrire. S'ils demandent à supprimer les données, ils n'hésitent pas à faire appel à vous. Exactement. En fait, ils se sont véritablement saisis de leurs droits par rapport à des petits irritants du quotidien qu'on connaît tous bien, la réception de mails qui se poursuit malgré les oppositions, l'étonnement qu'on peut ressentir lorsqu'on voit une publicité en ligne qui renvoie à éventuellement quelque chose que votre épouse aurait pu regarder sur Internet, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on assiste à une prise de conscience qui est aussi poussée par des plaintes collectives, des associations qui ont véritablement saisi l'opportunité du RGPD pour rassembler des préoccupations communes et se lancer dans des plaintes contre des GAFAM. C'est aussi l'une des caractéristiques quand même du RGPD, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il s'applique à des structures qui sont hors Union européenne, mais qui ciblent des citoyens européens. Et justement, il donne les moyens aux citoyens européens d'agir devant la justice ou auprès des autorités de protection des données. Donc finalement, premier niveau, beaucoup plus de plaintes, des plaintes qui sont largement en rapport avec le secteur du commerce. Il faut quand même compter 23% de plaintes, ce qui n'est pas négligeable, parce que les traitements de données émaillent votre vie quotidienne. Le commerce ne représente pas 23% de votre vie quotidienne, théoriquement. Deuxième point, donc c'est cette montée en puissance des autorités européennes vis-à-vis des GAFAM qui a été illustrée, qui s'est illustrée au niveau de la CNIL avec une sanction assez importante d'un GAFAM important l'année dernière, début 2019, une sanction de Google à hauteur de 50 millions d'euros, qui a été confirmée cette année, il y a quelques mois, par le Conseil d'État. Donc là aussi, en fait, on réaffirme une forme de la vision européenne de la protection des données vis-à-vis de visions qui sont peut-être un petit peu différentes parce que venant de cultures différentes, en l'occurrence américaines. Donc il y a ce premier aspect qui est assez important. Un deuxième aspect qui reste aussi assez positif, c'est la montée de la responsabilisation des sociétés en la matière, notamment parce qu'elles sont plus exposées. Comme je viens de l'expliquer, les sanctions sont plus importantes. Les personnes concernées n'hésitent pas à se saisir de leurs droits, mais aussi parce qu'elles réalisent que la mise en conformité au RGPD suppose un travail de quotidien, un travail de fourmi qui ne peut être mis en œuvre qu'avec un pilote, en l'occurrence le délégué à la protection des données. Et donc, ce qui est marquant sur la dernière année, c'est qu'on a eu une augmentation de 31% du nombre de sociétés qui ont désigné un délégué à la protection des données, ce qui est très positif. Alors, avec un bémol important qui est lié aux circonstances particulières dans lesquelles on se trouve actuellement, qui est que ces DPO manquent parfois de moyens. Par rapport à une tâche qui est assez importante, qui commence à avoir une dimension politique importante. Pourquoi ? Parce que la donnée est un actif essentiel dans une entreprise ou même dans une collectivité, un établissement public. Et finalement, les décisions qui sont prises par rapport à l'usage de ces données ont une dimension politique et présentent une complexité technique qui parfois nécessite plus de moyens mis à la disposition de DPO. Justement, si par exemple, moi je suis un particulier, je fais appel à un service client et je me dis, mais enlevez-moi votre base client. Et bien sûr, l'entreprise le fait ou le fait pas, je continue à recevoir des messages, je vais envoyer un message à la CNIL. Qu'est-ce qui se passe derrière dans ces arcanes ? Est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont menées ? Quel est le process une fois qu'il
il y a un message comme ça, je n'ai pas une dénonciation, mais une demande qui est faite de la part d'un particulier qui n'est pas content d'un service client ou d'une entreprise parce qu'il reçoit des emails non sollicités. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors il y a finalement 3 options. Déjà la première qui est la plus facile à utiliser pour la personne concernée, c'est d'utiliser notre système de plainte en ligne qui finalement permet de porter plainte auprès de la CNIL en l'espace de 5 minutes. Donc on reçoit cette plainte et 2 options. Soit la plainte est isolée et effectivement on va s'adresser à l'organisme indélicat en lui demandant des explications. Deuxième option, les plaintes sont massives et dans ce cas-là on peut choisir de faire un contrôle. Alors, avec un bémol qui est lié à l'entrée en application du RGPD, qui est que la CNIL va vérifier qu'elle est bien compétente vis-à-vis de la société concernée. Parce qu'en fait, quand on parle d'approche commerciale, généralement, ce sont des approches commerciales qui sont européennes et qui s'adressent à des consommateurs qui sont en France, en Allemagne, etc. Donc, si le système, la prospection a par exemple été adressée à 3 États membres différents, à ce moment-là, il va falloir que la CNIL se coordonne avec ses homologues européens. Voilà. Et là, on rentre dans une nouvelle dimension qui permet aussi d'avoir une approche coordonnée au niveau européen, s'agissant du RGPD, et donc de proposer des règles pour un marché unique de la donnée, y compris en termes de prospection commerciale, qui est intéressant. Et pour être très concret, on va soumettre notre position à nos homologues européens. Ceux-ci, je vulgarise volontairement, ceux-ci vont nous indiquer s'ils sont d'accord ou pas avec notre positionnement. Et en cas de désaccord entre les autorités, on a une instance européenne qui, elle aussi, est véritablement actée par le RGPD, qui a un rôle d'arbitrage et qui permet de trancher, qui a pour rôle de trancher les éventuels litiges entre autorités. Alors donc, on voit bien qu'au niveau européen, il y a un début d'harmonisation, ça commence à s'organiser avec vos collègues allemands, etc. Au niveau français, est-ce que vous voyez, lorsque vous allez justement faire toc-toc-toc à la porte d'une entreprise, qu'est-ce que c'est le problème avec cette entreprise-là, avant de faire ce fameux contrôle, est-ce que vous voyez une réactivité importante où les services clients ou les entreprises sont pour l'instant un petit peu rushing à agir? Alors, il y a comme je vous l'indiquais au départ, le principe de responsabilisation a bien été intégré par la plupart des sociétés. Donc, on constate lors de contrôles que les choses sont mieux organisées qu'avant. Les procédures sont intégrées, etc. Finalement, c'est dans la mise en pratique qu'on peut avoir des difficultés. Il arrive souvent qu'on se rende compte qu'un dysfonctionnement est lié plutôt à une erreur humaine, à un manque de formation du personnel ou une formation qui peut être un peu trop ancienne. Donc ça, c'est un premier niveau de difficulté qui finalement se règle par des process et des formations récurrentes. C'est pour ça que je vous indiquais aussi que la mise en conformité est un process continu. Le deuxième niveau, c'est quand la plainte a trait à des choses un peu plus compliquées. Par exemple, dans la gestion de la relation client, on n'est plus dans un système un peu binaire où un traitement avec des données déclaratives va suffire. Vous allez avoir des systèmes de ciblage, de mesure de l'appétence par rapport à tel ou tel produit qui font appel à des algorithmes peut-être parfois un petit peu complexes et face auxquels on peut constater parfois une forme d'apathie des organismes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure d'expliquer. C'est trop compliqué et voilà, c'est l'outil qui décide. Exactement. Donc quand une personne leur demande « Ok, j'ai le droit de vous demander qu'est-ce qui se trouve dans votre algorithme, expliquez-moi la logique sous-jacente, expliquez-moi de quelle manière j'ai été ciblée, donnez-moi les catégories de données, les segments auxquels j'appartiens ». Parfois, il peut y avoir une incompréhension sur ce qui est souhaité par la personne concernée. Donc là, la CNIL va jouer le rôle de médiateur, si elle est face à une société qui est de bonne foi, bien sûr, pour donner satisfaction à la personne concernée. D'accord. Alors, on parlait un petit peu qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné, et des plaintes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu? On a parlé de Google avec les 50 millions. Si on parle d'entreprises un peu plus, de taille un peu plus raisonnable, un peu plus modeste, ou de cas un peu spécifiques, est-ce que vous pourriez nous citer comme exemple justement de sanctions, ou justement d'actions, ou des choses qui ont bien fonctionné? Alors, il est vrai que lors de l'entrée en application du RGPD, les TPE-PME ont largement appelé l'attention de la CNIL et des CNIL européennes sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à se mettre en conformité, parce qu'effectivement, ça demande de la ressource. Et c'est d'ailleurs un point qui a été relevé par la Commission européenne lorsqu'il y a eu une revue du RGPD au bout de 2 ans, qui était prévue. Et l'une des faiblesses, on va dire, de cette réglementation était justement liée à la capacité des petites structures, peut-être peu équipées, de se mettre en conformité. Alors, la CNIL a mis en place toute une série d'outils
qui sont accessibles aux non-juristes, aux non-RSSI, toute personne qui s'intéresse un petit peu au sujet, qui permettent de mettre en place un registre, de se dire « Ah, là, je sais que je dois mettre en place ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la vie privée », ou de mettre en place des réflexes qui sont pour acculturer l'ensemble des personnes, par exemple 10 personnes qui se trouvent au sein d'une TPE, pour qu'elles intègrent ces problématiques. Alors, mais par contre, il est vrai que les sanctions n'ont pas forcément porté sur des petites structures ou dans une mesure largement moindre. On privilégie plutôt la mise en demeure non publique pour laisser un temps de mise en conformité aux structures qui ont besoin de moyens. Donc en fait, les petites structures ont plutôt de la pédagogie, de l'accompagnement. Et c'est vrai que les personnes qui sont un peu moins, enfin, on aura déjà averti, vous aurez déjà averti un certain nombre de fois, peuvent être sanctionnées éventuellement. Est-ce qu'il y a justement une sanction ou un jugement qui est effectué qui, pour vous, est important et qui est important à prendre en compte, qu'il ne faut pas oublier en disant voilà, attention, le RGPD, ce n'est pas juste que des mots, il y a véritablement des sanctions qui peuvent tomber si on ne respecte pas? Alors, les sanctions, pour l'instant, ont eu essentiellement trait à des violations de données. Des violations de données, j'entends par là d'un problème de sécurité portant sur les données avec des fuites massives. Dans certains cas, on a fait des mises en demeure. Et une mise en demeure n'est pas forcément publique, c'est toute la difficulté. Dans d'autres cas, on a pu être frappé plus fort ou en collaboration aussi avec nos homologues. Par exemple, l'autorité britannique a pu émettre des sanctions vis-à-vis de sociétés qui n'étaient pas forcément très en forme ces derniers temps. Mais là où je veux en venir, c'est que les sanctions... On va dire que les sanctions pour les plus petites structures ne sont pas forcément visibles. Par contre, les sanctions pour les plus grosses structures qui sont censées être organisées, les les sociétés qui font partie du CAC 40 et qui ont quand même une certaine expérience du RGPD et surtout les moyens de mettre en place une structure et des personnes dédiées, un suivi, un contrôle, etc. Exactement. Pour ces structures-là, finalement, là où on les attend, c'est principalement sur la mise en œuvre de nouveaux outils du RGPD, notamment sur la mise en place d'analyses d'impact réelles. Non pas finalement d'intégrer pleinement les risques qu'engage leur traitement et de proposer des mesures documentées pour limiter les risques, tout simplement. Et pour l'instant, cet exercice de l'analyse d'impact est encore en cours d'intégration, on va dire, chez pas mal de structures. Donc, ce qui marche peut-être un peu moins bien, ce sont les nouveaux outils que sont donc les AIPD et aussi le droit à la portabilité, qui est un nouveau droit intégré par le RGPD et qui permet, je le résume, de récupérer sur un format interopérable des informations pour ensuite éventuellement les mettre chez un autre responsable de traitement. Pour l'instant, on a eu pas mal de plaintes de personnes qui nous indiquent que le droit à la portabilité n'est pas du tout mis en place. Ouais. Parce que c'est perçu comme une forme de dépossession des données par les sociétés qui reçoivent ces demandes. Voilà, donc on a encore du chemin à faire pour acculturer les petits... Ce point précis-là n'est pas encore tout à fait mis en place dans la plupart des entreprises. Pour extraire, autant supprimer ces données, c'est plutôt simple, mais les extraire et les envoyer au client final avec un détail, c'est plus complexe. Exactement. D'accord. Alors justement, quelles sont les dernières actualités au niveau du RGPD ? On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est notion européenne. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Bon, on parlera peut-être du Covid, ce qui est aussi quelque chose qui est lié à l'actualité maintenant et aux dernières évolutions. Alors, sur les dernières évolutions, et je vous ai beaucoup parlé de coopération, mais je pense qu'il faut quand même y revenir. Il faut savoir que maintenant, toute décision prise par la CNIL doit être en collaboration avec ses homologues, dès lors qu'on parle du RGPD. Typiquement, on a 20% des plaintes dont je vous ai parlé qui sont transnationales. Donc, par définition, la doctrine européenne se construit à 27, ce qui est quand même assez important. On nous demande aussi beaucoup de visions harmonisées, d'explications, par exemple, sur la manière dont le consentement doit être recueilli, quel est le statut entre un client et son prestataire, de quelle manière ça doit se traduire en termes contractuels. Ces derniers temps, et je vais y revenir, la manière dont les transferts peuvent être réalisés au niveau européen. Donc, tous ces avis sont pris au niveau de l'EDPB, j'en ai déjà parlé, et la CNIL s'est beaucoup investie dans les sous-groupes, les groupes de travail clés de cette instance, pour pouvoir émettre pas moins d'une vingtaine de lignes directrices en 2 ans, ce qui est une activité assez intense. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, et c'est d'autant plus important que finalement, les sociétés aujourd'hui ne disposent pas seulement d'une CNIL, mais plusieurs CNIL européennes dont ils peuvent s'inspirer.
S'il y a un doute sur une orientation, peut-être qu'une décision du CNIL européenne permet de savoir quelle solution privilégier. Vraiment, ça c'est un point important. Et sur un autre point aussi qui est assez positif pour le RGPD, c'est qu'on s'est rendu compte avec la période du Covid, la période actuelle. Je passe sur un autre sujet, que finalement ce règlement était suffisamment flexible pour répondre à des situations un petit peu critiques. Pourquoi ? Parce qu'avec la situation actuelle, vous savez que certaines libertés ont été limitées, typiquement la liberté d'aller et venir. Oui. On est face à une situation où il faut permettre aux personnes de travailler à distance de manière sécurisée, permettre aux étudiants d'étudier à distance sans tricher, permettre de suivre les cas contacts, que ce soit via des applications dédiées tout en respectant les libertés individuelles. Exactement. Donc toute une série de choses et aussi mettre en place des systèmes qui permettent de vérifier que les gestes barrières sont respectés. La vidéo, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Donc en fait, la partie, les principes du RGPD n'ont jamais autant été mis à l'épreuve que ces 6 derniers mois. Ils ont été mis à l'épreuve et ça a permis peut-être de ramener un petit peu de proportionnalité dans les idées que certains responsables de traitement pouvaient avoir ou calmer une certaine tendance au solutionnisme technologique qui voudrait que la mise en place d'un algorithme dans une caméra ou dans un téléphone permettrait de résoudre l'ensemble, enfin de trouver une solution au Covid. Pour donner des exemples concrets, on a pu être interrogé sur la manière dont les employeurs peuvent sécuriser les échanges à distance et surtout surveiller leurs salariés lorsqu'ils télétravaillent, notamment pour les employeurs qui sont peu familiers avec cette pratique. Il y a des technologies qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Sur Stop Covid, vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats aussi. La CNIL est largement intervenue et a collaboré avec l'INRIA pour trouver des solutions technologiques de privacy by design qui, in fine, permettent de protéger tout le monde et d'éviter des systèmes comme ceux que proposaient plutôt des GAFAM. Ouais. Alors justement, si on parle de télétravail et de surveillance, vous nous avez dit, voilà, c'est un petit peu comme pour les examens, on peut pas non plus tout faire. Qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire justement si on a un collaborateur en télétravail qui est au téléphone et qui normalement fait de l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas surveiller? Alors, bon, déjà, je veux rappeler un principe que je pense que tout le monde connaît, c'est qu'à un moment donné, la surveillance, le télétravail suppose une forme d'autonomie et l'autonomie doit être laissée aux salariés. Et à un moment donné, vous avez un article du Code du travail qui, de toute façon, dit que tout système de mise sous surveillance doit être soumis aux instances représentatives du personnel et doit être proportionné. Vraiment, on a ce principe de proportionnalité. Mettre un mouchard dans un clavier pour vérifier ce qui est saisi par la personne à longueur de journée n'est pas proportionné. C'est du bon sens. C'est des idées qu'on a pu nous soumettre, donc pour être très clair. Mettre en place des systèmes de prise de main... De visualisation à distance. Merci. Prise de main à distance. Prise de main à distance sur les terminaux des collaborateurs n'est pas une bonne idée non plus, parce que vous êtes sur une forme de mise sous surveillance permanente. N'est pas une bonne idée, en gros c'est illégal, parce que c'est disproportionné, pour rappeler les choses. Ensuite, vous avez des mécanismes qui sont bien plus logiques, qui consistent à faire des points réguliers avec les salariés sans les mettre sous surveillance, qui permettent d'aboutir aux finalités de confiance, d'autonomie, de vérification de un management classique, mais à distance. Et finalement, ça a amené la CNIL à rappeler beaucoup de règles de bon sens, qui pour pallier à une tendance qui consiste à dire qu'à partir du moment où j'ai l'outil et que je suis en mesure de tracer l'information et de l'enregistrer, et de me préconstituer des preuves, effectivement d'avoir un moyen d'amenuiser le risque à un niveau zéro, pourquoi ne pas le faire? Donc avec cette logique, que ce soit dans le monde du travail ou dans notre vie quotidienne, on peut aller sur des extrêmes et il n'y a plus véritablement de limites. Donc véritablement, notre rôle a consisté à rappeler les limites applicables. D'accord. Alors après, là, on va passer dans des choses un peu plus classiques, un peu plus dans le secteur d'activité de la relation client. Il y a eu pas mal de digitalisation de la relation client avec tout ce qui est CRM et cookies. Justement, là, quand on a fait notre réunion préparatoire, on nous a dit, je vais aller regarder sur le site internet, regardons voir votre barre d'acceptation de cookies. On a dit, c'est bien, il faudrait peut-être changer un petit truc là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez comme bonne pratique, justement? Alors, sur la question des cookies, donc... plutôt plus exactement, tous les systèmes qui permettent de tracer vos activités sur Internet, votre activité depuis un objet connecté, depuis votre véhicule connecté, voilà.
tout système de tracking est soumis à ce qu'on appelle la directive e-privacy. Et pour éviter de rentrer dans des arguties juridiques, je vais aller plutôt rappeler qu'on a émis des lignes directrices et des recommandations il y a 2 mois et laissé 6 mois aux organismes pour se mettre en conformité. Donc, il y a encore 4 mois pour comprendre et appliquer ce que vous avez décidé. Vous avez proposé. Exactement. Donc, finalement, la deadline est le fin mars, pour être clair. Et donc, ces lignes directrices et ces recommandations proposent des interfaces de recueil du consentement. Expliquent que, par exemple, le fait de poursuivre la navigation sur un site ou même sur un mail qui comporte un tracker n'est pas suffisant pour recueillir le consentement. Qu'à un moment donné, il faut expliquer quel est l'usage de ces trackers. Et l'objectif est quand même de lever le voile sur des pratiques qui sont par nature opaques et qui commencent à faire l'objet de pas mal de critiques du grand public, à juste titre, en apportant de la transparence et en laissant les personnes décider de si elles souhaitent ou non être traquées. Et quand je parle de trackers, je parle autant des trackers qu'on connaît tous sur les sites internet, que des trackers qui peuvent être mis dans des messages qui peuvent être envoyés aux personnes concernées pour voir si elles ont bien lu. Exactement. Donc, sur cet aspect-là, vraiment, j'appelle l'attention de l'ensemble des organismes parce qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre d'ici fin mars, sachant que cette période de tolérance est vraiment une période de tolérance qui a été octroyée par la CNIL, mais elle ne pourra pas être indéfiniment à le rallonger. À un moment donné, il faudra donc être en conformité. Et donc, sur ce fameux kit que vous avez mis sur le site internet, il y a des modèles de bannières et les informations à prendre en compte, hein, c'est ça? Tout à fait. Vous avez les règles applicables, mais exprimées, je l'espère, de manière suffisamment claire. C'est vraiment le but de la recommandation. Et surtout des modèles d'interface, de bonnes pratiques. Notre objectif étant, in fine, de proposer des outils aussi. Des outils types qui permettraient, par exemple, aux structures qui n'ont pas les moyens, ou celles qui ont les moyens, pourquoi pas, d'intégrer sur leur site leurs applications, leurs objets connectés, des dispositifs clés en main qui permettent de se mettre en conformité. D'accord. Alors, concernant le CRM, quelques mots aussi, parce que le CRM aussi héberge pas mal de données personnelles et tous les services clients la plupart des services clients ont un CRM qui héberge des données. Est-ce qu'il y a aussi quelques éléments à prendre en compte là-dessus ? Alors, sur ce dernier aspect, mais je pense qu'on l'abordera aussi par rapport au Privacy Shield, il y a quand même un point d'attention très important à avoir qui est à quel prestataire vous faites appel lorsque vous gérez un CRM. Quand je parle de prestataire, je parle du prestataire et du prestataire du prestataire et du prestataire du prestataire du prestataire, ce qui arrive souvent. Parce que vous pouvez faire appel à une structure qui va héberger les données, à une autre structure qui va s'occuper d'une forme de maintenance H24 et ainsi de suite. Et parmi ces prestataires, s'assurer qu'il n'y a pas de transfert de données hors UE, ou s'il y en a hors Union européenne, ou s'il y en a, de mettre en place des mesures et surtout une cartographie des garanties à intégrer pour s'assurer que les données sont effectivement sécurisées et protégées. C'est vraiment un point d'attention qui revient assez régulièrement, au-delà des trackers dont je viens de vous parler, sur la partie CRM, c'est que finalement, on est souvent face à des dispositifs qui sont proposés clés en main, mais sans véritable intérêt. On a un prestataire qui fournisseur, par exemple, de CRM ou de solutions de centre de contact qui dit « je suis en France », mais qui utilise, par exemple, Google ou Amazon pour héberger ces données, et ces données peuvent être hébergées à l'autre bout du monde. Exactement. Ou des briques qui sont proposées par des structures hors Union européenne. Pour donner un exemple, le CAPTCHA de Google. Vous savez, le petit formulaire. Voilà, dans les formulaires pour éviter les... Voilà. Pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà, vous voyez, typiquement, ce CAPTCHA engage un transfert de données hors Union européenne. Et en fait, si vous faites appel à cette brique, automatiquement, Google devient un prestataire. D'accord. Et ça fait partie des points d'attention qui peuvent paraître accessoires de manière générale, mais qui ne le sont pas, et qui sont d'autant plus importants avec les récentes évolutions au niveau européen sur les conditions de transfert et tous les débats actuels sur la question de la souveraineté numérique et de la manière dont les données doivent être transférées et hébergées. D'accord, justement, ça fait une excellente transition. Donc il y a eu une évolution récente au niveau de la reconnaissance du Privacy Shield par l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, par rapport à ça, je vais peut-être faire un rapide historique. Oui, de ce que c'est, oui, bien entendu. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de Schrems 2. Alors, Schrems, c'est une personne. C'est justement le plaignant. C'est 2, pourquoi ? Parce qu'il avait déjà attaqué, en l'occurrence Facebook, devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette course de justice, dans le courant de l'été, a émis une décision qui est extrêmement impactante, parce que cette décision a conduit à invalider ce qu'on appelle le Privacy Shield. Privacy Shield, qui était une nouvelle version d'un ancien accord avec les États-Unis qui permettait de garantir que le niveau de protection proposé par les sociétés qui sont aux États-Unis auxquelles sont transférées des données est suffisant. La Cour de justice a estimé que même si vous aviez des clauses contractuelles type indiquant que l'importateur, donc la société qui se trouve aux États-Unis, est tenue de protéger les données, ces clauses contractuelles sont sans effet face à un gouvernement qui a la possibilité, par rapport à sa législation nationale, d'accéder de manière un petit peu discrétionnaire aux informations. Donc on parle des États-Unis qui ont le droit d'aller regarder les données qui sont aux États-Unis, même si c'est un Français qui a hébergé ces données là-bas. Exactement. Même si c'est un Français qui a hébergé ces données là-bas, même si c'est une structure américaine qui, par exemple, se trouve en France, vous avez différents critères de rattachement qui, finalement, empêchent ces sociétés de promettre à leurs clients qu'à aucun moment... Que les données sont sécurisées à 100%. Exactement. Deuxième point qui était assez problématique par rapport au Privacy Shield, c'est que les personnes concernées par les données qui sont transférées n'ont pas véritablement de droit de recours une fois que leurs données sont transmises. Donc, pour résumer, ce qu'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que désormais, les transferts vers les États-Unis et de manière générale vers des pays qui ne présentent pas un niveau de protection adéquat, doivent être assessés, excusez-moi pour cet anglicisme, mais plutôt réexaminés, pour voir dans quelle mesure, petit a, les outils de protection utilisés, je vais y revenir, sont suffisants. S'ils ne sont pas suffisants, c'est par rapport à une législation qui est problématique au regard des libertés publiques de la protection des données. Et dans ce cas-là, quelles sont les mesures additionnelles à mettre en place pour pouvoir pallier à cette problématique. Donc en fait, si on résume, cette décision, elle n'impacte pas que les transferts qui vont vers les États-Unis. Elle impacte tout transfert vers un pays qui n'a pas un niveau de protection suffisant. Ça, c'est vraiment un point important. Le deuxième point, c'est que ça suppose, c'est ce que je vous ai indiqué au départ, pour tous les organismes d'aller recartographier tous les traitements qu'ils mettent en œuvre pour aller vérifier que le prestataire et le prestataire du prestataire et ainsi de suite ne font pas de transfert. Sachant qu'un transfert, ça peut simplement être un accès par le service de maintenance H24 à distance aux données qui se trouvent en France. Si ce service de maintenance se trouve aux États-Unis, en Inde, etc. Donc, vérifier quels sont les transferts concernés, ensuite vérifier quelles sont les modalités de protection. Sachant que vous avez des systèmes qui sont des clauses contractuelles type, qui lient vraiment celui qui envoie les données, celui qui les reçoit. Si ces clauses contractuelles, encore une fois, ne sont pas suffisantes pour pallier aux règles, pour pallier aux faiblesses de la législation nationale locale, à ce moment-là, il faut mettre en place des mesures additionnelles qui ont été précisées par le DPB et qui peuvent être des mesures de chiffrement, qui peuvent être assez lourdes. Chiffrement avec une clé qui est à... Alors, je ne veux pas parler trop technique. Hein, donc en tout cas, un chiffrement fort, en tout cas. Un chiffrement très fort, très très fort. Soit un mécanisme qui permette d'engager contractuellement le prestataire à garder les données au niveau européen, ou encore des mécanismes qui permettent d'obliger la structure qui est hors de l'Union européenne d'informer son client de l'existence d'une demande d'accès, du fait qu'il s'y est opposé, voire d'informer la personne concernée par cette demande d'accès. Donc c'est des mesures qui sont très pratico-pratiques, mais qui sont assez lourdes à mettre en place, il faut le reconnaître, et qui vont nécessiter une revue assez conséquente par l'ensemble des organismes, de l'ensemble de leur schéma de système d'information, et voir pour revoir les transferts éventuels qui s'y trouvent. Et cette évolution donc, qui est récente de cet été-ci, en plus avec la période du Covid, on sait que les tribunaux et tout ça ont pris du retard. À votre avis, ça pourrait être mis en application à partir de quel moment, début 2020 ou alors il faut tout de suite s'y préparer pour anticiper? Je risque de vous décevoir, mais il n'y a pas de période de grâce. Donc théoriquement, la décision et les mesures ont dû être prises début août, parce que la décision date de fin juillet. Le DPB s'est quand même engagé à essayer de clarifier et à donner des exemples concrets de modalités pratiques. Ces modalités pratiques ont été publiées le 11 novembre. Donc c'est très récent. Très récent. Mais effectivement, les mesures doivent être immédiates et il ne s'agit pas de reporter l'année prochaine la vérification de l'encadrement des transferts. Donc, si je résume bien, une entreprise qui travaille avec différentes sociétés doit vérifier dès à présent où sont hébergées ces données en particulier et si elles sont hébergées dans d'autres pays que l'Union européenne, pour
faire simple, ou qui ne respectent pas en fait le niveau de sécurité qui est demandé, devra en fait donc vérifier si les données sont bien hébergées en Europe ou pas, devra voir s'il ne faut pas avoir un certain nombre d'alertes si les données sont consultées ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui voudrait contractualiser avec une société doit maintenant vérifier et doit vérifier dans les conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation, justement ces fameux utilisation des données et stockage des données, hein, c'est ça? Alors ça va même plus loin parce qu'on parle d'hébergement, mais on parle aussi d'accès à distance. Donc vraiment, c'est toute intervention sur les données, même si la donnée n'est pas physiquement transférée hors de l'Union européenne. Ensuite, c'est un gros travail pour les cabinets d'avocats ou les conseils juridiques. Il va falloir vérifier la législation locale, pas uniquement les clauses contractuelles. Donc on est vraiment face à un système où il faut tout transfert suppose de s'approprier la législation locale pour voir quelles sont ses faiblesses et voir comment les compenser. On n'est pas simplement face à un travail de contractualisation avec des clauses types. Ce sera du cas par cas, effectivement. Alors, quel conseil vous donneriez à une personne qui, justement, voudrait mettre en place cette fameuse cartographie? Par quoi commencer? Alors, cartographier, c'est assez logique. Donc, lister l'ensemble des traitements et, comme je vous le disais, les transferts, ça peut se traduire par de l'accès, par de l'hébergement, etc. Deuxième niveau, identifier si la législation du pays est suffisante, si elle permet des recours pour les personnes concernées, si l'accès par les autorités aux données en question est encadré en termes de données concernées et ainsi de suite. Si ça n'est pas le cas... Par exemple, les États-Unis, on sait que c'est pas très... voilà. Oui, mais la question pourra se poser pour d'autres pays. Oui, bien entendu. Inévitablement. Et donc, si la réponse à la question, si le résultat de ces mesures, plutôt de ces constats, est négatif, à savoir qu'on se rend compte que les clauses contractuelles type sont vaines, parce qu'elles ne résisteraient pas à une demande de l'État, voilà. À ce moment-là, vous mettez en place plutôt des mesures qui permettent d'éviter que techniquement la donnée signifiante soit transmise. Donc, cryptage, ou alors possibilité de refuser en fait l'accès aux données. Exactement. Ou audit qui permettent de vérifier que les engagements du prestataire de refuser toute demande d'accès ont effectivement été respectés. Voilà. Donc ce sont des mesures assez lourdes, mais c'est effectivement dans dans la tendance, mais plutôt dans une évolution plus globale, au niveau européen sur la question de l'hébergement des données et de la création d'une forme de cloud souverain et d'une réappropriation des données au niveau européen. D'accord. Alors, on va peut-être passer à la session de questions-réponses, à moins que vous ayez un petit élément complémentaire à préciser. À ce moment-là, je pense que Chantal va pouvoir nous donner les premières questions. Oui, alors j'ai Aline qui demande quel est le positionnement de la CNIL sur l'approche qui consiste à valoriser ses propres données personnelles en tant que client vis-à-vis des GAFAM ou des annonceurs en général. Alors, en tant que client, donc moi en tant que cliente, je valorise mes données, c'est ça la question ? Oui, j'ai l'impression que c'est de la personne. Aline doit se dire, plutôt que de devoir utiliser mes données sans que je ne gagne rien, autant les vendre moi-même. Ça c'est une question effectivement qui est assez compliquée. La difficulté, c'est qu'en termes éthiquement, en fait, ça revient à dire qu'on peut valoriser, donc monétiser ces données. Et ça peut inciter, en fonction de votre niveau de revenu, vous serez plus ou moins incité à monétiser ce type de choses. Donc, il y a des vraies questions éthiques que la CNIL est en train de se poser actuellement, et des questions d'ordre plus juridique, mais qui sont liées à l'éthique, qui sont liées au fait qu'on ne peut pas acheter une donnée comme on achète une maison. Lorsque vous achetez une maison, vous vendez votre maison, vous vous en dépossédez, vous n'avez plus de droit d'usage de cette donnée. Imaginez la chose si on appliquait le même mécanisme aux données personnelles. Je ne peux pas renoncer à mon nom ou renoncer à l'usage à la maîtrise de données liées à ma personnalité, ce type de choses. Donc il y a des vraies questions sur la manière dont les données pourraient être valorisées, sans parler de monétisation, et je ne suis pas en mesure de répondre de manière en une phrase à votre question, en fait. Alors, Cyrielle demande, avez-vous un avis sur le rapprochement OVH-Google ? Qui est en lien avec les questions de Privacy Shield que je viens d'évoquer. Je vous ai parlé, par exemple, de mesures organisationnelles
C'est un exemple de mesure organisationnelle, tout simplement parce que OVH dispose de serveurs qui se trouvent en Europe et peut, lorsque vous contractez, vous pouvez contracter avec OVH plutôt qu'avec Google. Et dans ce cas-là, vous êtes dans des accords de licence de mémoire qui permettent d'utiliser la technologie de Google sans être soumis aux lois américaines parce que la prestation n'est pas en tant que telle fournie par l'acteur américain. Donc ça, c'est un exemple de mesure organisationnelle qui est intéressante. Pour pallier très très concrètement à toute tentative d'accès par des gouvernements aux données des Français ou des Européens. D'accord. Alors une autre question peut-être ? Catherine, qui demande Clémence, pourriez-vous nous indiquer le top 5 des mauvaises pratiques du PME en matière d'RGPD ? Et puis si je peux compléter, les conseils pour ne pas avoir recours à ces mauvaises pratiques. Alors, top 5. Alors, sachant que l'échelonnement peut changer, je pense tout haut. On va dire un 5 sans classement. Alors, première mauvaise pratique, mais c'est la plus évidente, c'est parfois une méconnaissance totale du type de traitement mis en place. Les TPE-PME sont au courant des logiciels qu'elles utilisent, des fonctionnalités qui s'y trouvent. Par contre, n'ont pas fait l'exercice intellectuel qui consiste à dire « Ok, j'ai une donnée, pour quel objectif je l'ai utilisée ?» Ils sauront que leur CRM leur permet d'intégrer des commentaires ou de gérer des factures ou des contrats. Par contre, tout l'exercice de mapping, de cartographie des traitements n'est pas fait. Et en fait, c'est ce qui empêche ensuite de mettre en place les principes du RGPD. Donc, number one, pas de cartographie. Deuxième point, pas de cartographie, pas de définition des conditions dans lesquelles les données peuvent être collectées. Donc, pas de conditions de conservation. En fait, ce qu'on constate dans les contrôles pour les TPE-PME, c'est que les données sont collectées ad vitam aeternam. Parce ils sont stockés sur un disque dur, ou ils sont chez un prestataire, et ça n'est jamais effacé. Quand elles ne sont pas, et quatrième point, ça c'est plutôt une question de sécurité, copiées sur tout un tas de supports qui ne sont pas forcément sécurisés, qui peuvent être dans les PC des collaborateurs, avec un risque fort, et ça c'est souvent le cas des TPE-PME, de fuite de données. Voilà, donc on a plutôt un problème de sécurisation, mais qui est lié à peut-être une méconnaissance du patrimoine informationnel de la société et une méconnaissance des principes du RGPD qui aurait pu éviter d'aboutir à un niveau de sécurité. Et dernier point, effectivement, à partir du moment où on ne connaît pas ces traitements et qu'on reçoit une demande d'accès, on n'est pas en mesure, une demande d'accès d'une personne concernée, on n'est pas vraiment en mesure d'y répondre. Donc vous voyez, le point de départ est vraiment un problème de cartographie. Cartographie initiale. Oui. Prendre le temps... Au moins une demi-journée, quoi. C'est une demi-journée pour faire une petite cartographie dans une PME. Je ne parle pas dans une grande société. Si c'est une PME du bâtiment, par exemple, effectivement, la question de la protection des données ne sera pas le central. Et on peut estimer que le coût de mise en conformité sera moindre. Par contre, une start-up dont le business model est basé sur la donnée, oui. Voilà. Là, je ne partirai pas sur une demi-journée. Ou une start-up qui fait appel à beaucoup de prestations en SaaS, en cloud. Oui, X services différents qui rassemblent dans une solution ou différentes briques technologiques, là, forcément. Exactement. Donc, la taille de la société n'a pas forcément d'impact sur le temps à consacrer. C'est plutôt l'activité qui va être importante, le type d'activité. Si je suis coiffeur, j'aurai que mon logiciel de compta et de facturation, et encore, ça sera à peu près tout. Exactement. Et à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de DPO, d'ailleurs. Oui. Peut-être une autre question ? Oui. Serge qui demande, selon vous, la fonction de DPO a-t-elle été aisément mise en place dans les entreprises et plus particulièrement dans les PME ? Alors, il faut reconnaître que les premières désignations, et encore celles qu'on connaît aujourd'hui, sont plus liées à des grandes entreprises qui, de toute façon, doivent désigner obligatoirement un DPO parce qu'elles mettent en place des traitements à risque, parce qu'elles mettent en place des traitements à grande échelle. Donc, il est assez logique que les grandes structures se soient appropriées le sujet plus rapidement. Pour les TPE-PME, les startups ont conscience de ça et généralement mutualisent leurs DPO. Donc, font appel à une seule et même structure qui les conseille en cas de besoin. Donc, il y a une montée en puissance du DPO. Par contre, et c'est ce que je vous indiquais au départ, ce n'est pas parce que le DPO est désigné sur le papier que les moyens sont mis en œuvre pour que le DPO puisse dégager du temps pour mettre en conformité les choses, puisse solliciter les bonnes personnes pour faire le nécessaire. Donc, là où des difficultés demeurent, et d'autant plus dans les circonstances actuelles, c'est vraiment sur la question des moyens qui sont mis à disposition des DPO. D'accord. Alors, si on peut finir cet atelier avec un point, c'est pour vous, quels sont les éléments à anticiper de manière la plus importante pour 2021 pour une entreprise, en particulier pour le service client, mais qu'est-ce que vous dites, voilà, 2021, il faut faire attention à telle chose. On a vu le Privacy Shield, faire attention
à l'hébergement des données, la consultation des données. Est-ce qu'il y a un autre élément important à prendre en compte à votre niveau? Alors, je vais avoir un discours un petit peu à contre-courant, mais vu la tendance qu'on connaît via le Covid, c'est ce que je vous avais indiqué, à vouloir collecter tout ce qui est disponible, j'aurais une tendance à encourager la frugalité pour mieux déterminer ce qui est véritablement utile, sachant que frugalité ne signifie pas perte de données pertinentes pour mieux évaluer les appétences du client, lui apporter une expérience plus intéressante, etc. Sachant que ces données qui sont destinées à améliorer la relation avec le client, elles doivent être collectées de manière transparente. Donc, une attitude un petit peu réfléchie quant au type de données collectées sera plus facile à expliquer à la personne concernée pour obtenir un engagement, une adhésion au système et donc par là un consentement. Parce qu'on va revenir aussi sur des mécanismes où véritablement les personnes vont avoir le choix sur par rapport à ce qui est collecté sur elles ou pas. D'accord. Justement, si on part de ce principe de frugalité, ça veut donc dire de conserver les données de manière relativement courte. Qu'est-ce que vous préconiseriez pour une entreprise dans le domaine de la relation client? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans de conservation de données pour un client qui est inactif? Bien entendu, je ne parle pas d'un client qui commande régulièrement et qui a des interactions régulières. Alors, on va bientôt sortir un référentiel sur la gestion commerciale. Donc, ce qui est dans ce référentiel est, on va dire, la base, qui peut être adaptée en fonction du type d'activité. Pour un client, vous conservez les données jusqu'à la fin du contrat, c'est logique. Et au-delà, pendant 5 ans pour des questions de gestion contractuelle, de contentieux, etc. Cela dit, votre rapport avec le client ne sera pas le même si vous êtes dans l'immobilier ou si vous êtes vendeur de livres, par exemple, ou alors mauvais exemple, mais des choses de la vie quotidienne. Oui, un supermarché où on vient régulièrement, tandis qu'un achat immobilier, c'est 1 fois ou 2 fois dans toute sa vie. Exactement. Donc le potentiel de retour de retour du client dans le magasin ou dans votre commerce sur une période donnée n'est pas le même dans les 2 cas. Et effectivement, à partir du moment où la durée de conservation est justifiée, vous pouvez dépasser les 5 ans qui sont préconisés par la CNIL, mais il faut véritablement le justifier par rapport à des particularités du secteur concerné. Donc, par défaut, on peut se dire qu'une donnée client d'un client inactif, c'est 5 ans, plus si jamais il y a besoin de conserver des données particulières. Oui, 5 ans avec une possibilité de le solliciter pendant 3 ans comme base, sauf si vous justifiez d'un besoin particulier. D'accord. Voilà. Donc 3 ans pour solliciter, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une base qui date d'il y a 10 ans pour dire, voilà, tiens, au fait, on sort un nouveau produit. Ou acheter des CD qui comprennent... Il y a Chantal qui dit qu'il y a quelqu'un qui a une petite question et qui voudrait vraiment la poser. Alors, Chantal, je t'en prie. Oui, donc une question de Marc. Les RGPD sont généralement gérés et appliqués de manière transparente pour le client final. En revanche, elles ont complexifié le parcours du client et celui du collaborateur, qu'il soit en front, middle ou back. Avez-vous dans vos mesures d'accompagnement des exemples pour parer à cette complexification ? L'exemple type, c'est effectivement nos recommandations en matière de cookies. Alors, ma réponse n'est pas évidente parce que j'ai bien conscience que la pop-up qui apparaît sur tous les sites internet vous demandant vos consentements n'est pas satisfaisante. Et que tout le monde clique généralement oui ou non, mais sans lire tout le texte. Tout à fait. Ça peut être un irritant aussi du quotidien, mais alors même que cette interface est destinée à les protéger, à leur donner le pouvoir. Dans nos préconisations sur la manière de recueillir le consentement, on propose quelque chose de très simple, qui dit tout accepter ou tout refuser. Et on ne conseille pas de dire bonjour, nous sommes le responsable de traitement destiné à la finalité, enfin d'utiliser un jargon sur 5 lignes, mais vous pouvez très bien vous limiter à dire bonjour, nous utilisons des traceurs pour personnaliser la publicité que nous vous adressons. Acceptez-vous ou refusez-vous. Ça prend 2 lignes et c'est beaucoup moins irritant que ces interfaces qui peuvent être assez complexes. D'accord. Ok. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de l'atelier. 15h48, donc on a 2 minutes d'avance. S'il y a une dernière question, on la prend.
Autrement, c'était vraiment un atelier très intéressant qui nous a permis de voir justement quelles étaient les évolutions. On va bien sûr aller se pencher sur l'article dédié sur la gestion des cookies et les fameux pop-up pour se mettre en conformité. Et bien entendu, on attendra bien sûr plein d'informations sur l'avenir avec le Privacy Shield et les différents impacts qu'il y aura à mettre en place. Je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. Donc, dans 10 minutes, donc en fait à 16h, on va retrouver en fait 3 experts qui viendront nous parler en fait de la relation client 2021 avec les défis des mutuelles et des assurances. Et pour cela, on va recevoir donc le vice-président de l'ADOM, l'association des directeurs des organismes de mutualité, Gérard Ameriot de Solimut Mutuelle de France et Stanislas Di Vittorio, CEO d'Opinion Assurance, justement, qui est un site qui regroupe les avis des consommateurs sur leurs différents assureurs. Voilà, donc à tout de suite, on se retrouve dans exactement 11 minutes. Et merci encore pour cet éclairage de point de vue sur le RGPD et toutes les actualités légales. Merci. Merci.